À l'été 1986, un père et sa fille de 9 ans se rendirent en voiture dans les Blue Ridge Mountains pour un week-end de camping, et disparurent. Quelques jours plus tard, leur pick-up fut retrouvé abandonné près d'un chalet de chasse incendié. Pas de corps, aucune trace de lutte, juste des cendres, des pierres calcinées et le silence. 38 ans plus tard, un garde forestier réparant un sentier effondré découvre quelque chose de scellé sous les ruines, une cave à raciner, à l'intérieur, un coffre-fort ignifuge qui n'était pas censé être trouvé. La pelle heurta un objet solide. La garde forestière Élise Granger s'arrêta, balayant la terre de ses mains gantées. Elle déblayait les débris d'une crête sujette au glissement de terrain près du départ du sentier de Burnt Hollow, abandonné depuis longtemps et rarement fréquenté. Sous la terre tassée se trouvait de la pierre pas naturelle, pas comme les rochers qui jonchaient la montagne. Elle s'accroupit, grattant soigneusement. Ce qui en ressortit était sans équivoque, des briques de mortier, usées et calcinées, scellées autour d'un anneau de fer rouillé encastré dans ce qui semblait être une trappe. Le sol effondré de la forêt l'avait dissimulé pendant des décennies, et maintenant, il s'était ouvert. Élise prit sa radio, le souffle coupé. Centrale, je crois avoir trouvé quelque chose sous l'ancien emplacement de la cabane. Le pick-up était garé de travers au bord du chemin de gravier, un pneu à moitié creusé dans une ornière, comme s'il s'était immobilisé sans jamais repartir. Le shérif Alan Boyd descendit de sa voiture et ajusta son chapeau pour se protéger de la chaleur croissante. Les cigales d'été hurlaient à travers les pins, l'air de la montagne était chargé de sève et imprégné du léger parfum métallique du bois brûlé. Derrière lui, l'adjointe Marie Latimé se tenait dans la poussière, les yeux plissés vers la forêt qui encombrait le bord de la route. Le camion à un Ford F-150 de 1978 était vide. Pas de clé, pas de sac, aucune trace de lutte. Juste le silence. Une glacière était posée dans la benne, toujours verrouillée. La vitre passager était à moitié baissée. Un coupe-vent rose, taille enfant, pendait au dossier du siège. Alan se frotta la mâchoire. C'est le camion Elbrook? Marie vérifia la plaque d'immatriculation sur son carnet. Oui. Ça correspond à ce que Janice Albrook nous a donné. Elle a dit que son mari avait emmené leur fille ici au camp samedi matin. C'était il y a 2 jours. Elle a dit qu'ils étaient censés être rentrés hier soir. Alan regarda en bas du talus. À travers les arbres, à peine visibles au loin, se dessinait la charpente squelettique de ce qui avait été une cabane de chasse. Le toit avait disparu, des poutres noircies pointaient vers le ciel comme des nervures. Des corbeaux tournoyaient au-dessus de nos têtes. Il y a eu un incendie, dit Marie. Récemment? On dirait qu'il y a eu un jour, peut-être moins. Le service des forêts en a peut-être d'autres. Alan hocha la tête et s'engagea dans la descente. Les aiguilles de pin étaient glissantes sous les pieds, et la chaleur se faisait plus forte à mesure qu'il descendait. Ce n'est qu'en arrivant aux ruines qu'il la sentit une odeur amère sous le charbon et la cendre humide, une odeur humaine. La cabane était une ruine de pierre et de bois. La cheminée était toujours debout, une cheminée solitaire telle une pierre tombale. Des boîtes de conserve calcinées jonchaient l'âtre, des morceaux de plastique fondu s'accrochaient aux poutres noircies. Marie fit demi-tour et cria, « Par ici !» Alan enjamba prudemment un mur effondré et la rejoignit. Elle se tenait au bord d'une clairière brûlée. Près de ses bottes, le sol était sombre, creux, taché. Des restes de ce qui aurait pu être du tissu s'accrochaient au sol ou une fermeture éclair fondue, un petit objet rond, noir et brûlé, mais reconnaissable entre mille, une chaussure d'enfant. Marie s'accroupit, veillant à ne pas perturber la scène. Elle souleva ce qui restait du tissu avec un stylo. Il y a quelque chose de rouge en dessous, une boîte à lunch en plastique, dit-elle doucement. Alan la fixa. Les bords métalliques étaient déformés, un autocollant arc-en-ciel délavé se décollait du couvercle. Janice a dit que Lucia avait 9 ans, demanda-t-il. Marie hocha la tête. Oui, un panier repas, des bouteilles d'eau. Ils partaient juste pour le week-end. On dirait qu'ils n'ont pas survécu samedi. Alan se tenait au milieu de la carcasse noircie et se retourna lentement.
pas de corps, pas de signes évidents de violence, mais quelque chose dans la façon dont la cabane brûlait semblait anormal. Le feu ne s'était pas propagé au-delà de son périmètre, les arbres environnants étaient intacts. Contenu. Maîtrisé. Il regarda de nouveau la cheminée. Il n'y a pas de corps ici, murmura-t-il. Que des restes. Marie leva les yeux. Alors, qu'en penses-tu? Je crois que quelqu'un voulait nous faire croire qu'ils étaient morts ici, dit Alan. Mais je ne vois pas d'ossements, pas de restes humains, pas de signature thermique d'une brûlure éclair. Ce feu était chaud, mais trop propre. Marie fronça les sourcils. Tu crois qu'ils ont mis ça en scène? Je pense qu'il faut appeler l'enquêteur des incendies criminels et faire venir les chiens errants. Il jeta un autre regard lent autour de la clairière. Et il faut prévenir Janice Albrook. À Austin, à 2 heures au sud des montagnes, Janice Albrook se tenait devant l'évier de la cuisine, le regard perdu dans le jardin, agrippée au bord du comptoir. Sa sœur, Beth, assise à la table derrière elle, feuilletait lentement les cahiers de coloriage de Lucia comme s'il s'agissait de textes sacrés. « Ils sont juste en retard, dit Beth doucement. Tu sais, Jim, il perd la notion du temps là-haut. Ils étaient censés être rentrés hier soir. » La voix de Janice était neutre. J'ai appelé sa sœur, le cabinet dentaire. Personne n'a eu de nouvelles. Et ce poste de garde forestier où il se présentait toujours? Elle laissa un message, aucune réponse pour l'instant. Beth se leva et la rejoignit, posant une main sur son épaule. Le camion est peut-être tombé en panne. Janice ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur la balançoire dans le jardin. Les chaussures de Lucia étaient restées sur le porche. Un tupperware de sandwich à la gelée de raisin était resté intact dans le réfrigérateur. Elle les avait emballés le matin même et avait embrassé sa fille sur la joue pour lui dire au revoir. Jim avait promis qu'il serait de retour pour le dîner du dimanche. Au lieu de cela, sa maison était silencieuse immobile mais lorsque le téléphone sonna, elle sut avant même de décrocher que le silence avait changé. De retour dans le comté de Burke, l'équipe de police scientifique est arrivée en milieu d'après-midi. Ils ont ratissé le site de la cabane avec des mains gantées et des sondes métalliques. 2 agents canins ont fouillé le périmètre. L'un des chiens a détecté une piste olfactive au nord de la cabane, mais celle-ci s'est estompée à une trentaine de mètres près d'une série de traces de pneus dans la terre. Alan s'accroupit à côté d'un technicien qui examinait les restes du foyer, charbon de bois, papier brûlé et un fragment de ce qui ressemblait à une plaque d'immatriculation. Un autre technicien brandit une bouteille thermos calcinée et une veste en jean roussi. « Il n'y a pas de corps ici », confirma TL. « Pas de fragment d'os. Si quelqu'un était à l'intérieur quand ça a brûlé, il n'y est pas resté longtemps. » Alan regarda à nouveau la chaussure de l'enfant. Elle reposait désormais dans un sac en plastique pour pièces à conviction, un lacet manquait, le bout en caoutchouc était déformé par la chaleur. Marie le rejoignit avec un presse-papier. Le chef des pompiers dit que l'incendie a pris près de la cheminée. Pas de résidus d'accélérateur, mais un incendie contrôlé. Peut-être intentionnel. Quelque chose du chien. Juste ces traces et autre chose. Elle fit un signe de tête en direction des arbres. On a trouvé un paquet de cigarettes vieux, mais pas des Albrook. Pas encore d'empreintes. Alan se leva et regarda la cabane en ruine, l'air crispé. Il s'est passé quelque chose ici, dit-il. Mais quoi que ce soit, quelqu'un a tout fait pour le faire disparaître. Le vent sifflait à travers les arbres tandis que la garde forestière Élise Granger était accroupie près du foyer en ruine, ses doigts gantés effleurant la cendre du bord de la trappe. Ce qu'elle avait découvert semblait être un secret que la montagne ne voulait jamais dévoiler, une structure de pierre cachée, scellée au mortier, cerclée de fer comme un abri anti-tempête. Elle n'avait pas dormi. Pas vraiment, elle revivait simplement le moment en boucle, le grincement de la pelle, le craquement de la terre, le bruit du métal sur la brique. Maintenant, la vue temporairement fermée et les forces de l'ordre en alerte, elle attendait l'arrivée des pompiers et de l'équipe de la scène de crime. Elle ne leur avait pas tout raconté ou pas encore.
Pas avant d'avoir pu confirmer ce qu'elle avait vu le matin même, après être revenue avec un pied de biche et une lampe torche. Des pas se rapprochaient à travers les broussailles. La shérif Rebecca Lane, une femme sévère aux pas de doigts et à l'instinct aiguisé, émergea des arbres aux côtés d'un jeune technicien chargé d'épreuves, transportant une mallette d'outils. « C'est toi qui as appelé ?» demanda Lane en observant les vestiges calcinés de la cabane depuis longtemps brûlée. « Oui, madame. Je suis Élise Granger, je patrouille sur cette crête depuis 5 ans. Cette cabane n'est plus qu'un squelette. Les locaux l'appellent le coude du diable. Personne n'est venu ici depuis des décennies, pas depuis qu'elle a arrêté. » Lane l'examina. « Plus depuis l'affaire Ulbrook. » Élise hocha la tête. « Je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive, mais j'ai trouvé ça. » Elle guida le shérif sur le sol noir et friable et lui montra la trappe apparente. Elle était scellée en profondeur, mais lorsque la terre s'est effondrée la semaine dernière après la pluie, une partie a cédé. Lane examina attentivement la structure. Ça ne faisait pas partie de la cabane d'origine, n'est-ce pas? Élise, numéro 1 a vérifié les cartes des Rangers des années 1950. Aucune mention d'une cave, pas même d'un trou pour stocker des racines. Celui qui a construit ça ne voulait pas qu'on le trouve. Le shérif s'agenouilla, le faisceau de sa lampe torche passant par une fissure où Élise avait déjà détaché une pierre. « Et qu'est-ce qu'il y a dedans ?» demanda-t-elle. « Je ne l'ai pas ouvert complètement, » dit Élise, « mais suffisamment pour voir le coin d'une boîte lignifuge, de style militaire. Je n'y ai pas touché. » Lane se leva et fit un signe de tête au technicien. « Ouvrons-la prudemment. » Cela prit 20 minutes. Avec des outils et de la prudence, ils soulevèrent la trappe scellée, révélant une courte échelle descendant dans l'obscurité. L'air qui s'échappait était sec, ancien, imprégné de moisissure et de rouille. Lane descendit le premier, Élise le suivit. La cave ne mesurait pas plus de 3 mètres de large, un tombeau carré de roches et de terre battue. De vieilles conserves étaient posées dans des caisses délabrées. Une lanterne rouillée était suspendue à un clou. Au fond, partiellement recouvert d'une bâche moisie, se trouvait le coffre-fort, noir, lourd, ignifuge. Lane dégagea les débris et passa sa main gantée le long des loquets. « Aucun dégât dû à la chaleur, » murmura-t-elle. « Cette chose a survécu sans être touchée. » Elle fit sauter les loquets. Le couvercle s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur se trouvait une pile d'objets et des capsules temporelles sèches et bien rangées. Élise s'agenouilla plus près. Il y avait une photo Polaroid dessus, les bords légèrement recourbés. Elle se pencha. Une petite fille, aux longs cheveux bruns, pieds nus sur un porche en pierre, souriant, les bras enroulés autour d'un homme à la moustache épaisse et à la peau brûlée par le soleil. « Ils correspondent, » murmura Élise. « C'est Lucia Albrook et son père. » Lane resta silencieuse un long moment. Elle fixait ce qui se trouvait sous la photo, un carnet à spirale, la couverture gondolée par la pression, avec écrit au stylo en haut, « Pour celui qui trouve ceci, le 15 juillet 1986. » De retour à Austin, Margaret Ulbrook serrait sa tasse de thé d'une main tremblante. Elle ne s'appelait plus Margaret depuis des années, elle s'appelait désormais Janice, son deuxième prénom, un changement discret après que le chagrin eût menacé de la détruire. Après la disparition de Jim et Lucia, après l'incendie de la cabane et l'arrêt des appels, elle ne s'est jamais remariée, n'a jamais quitté la maison que Jim leur avait construite et n'a jamais cessé de chercher. Lorsqu'elle reçut l'appel ce matin-là, elle faillit ne pas répondre. Le numéro lui était inconnu. La voix était calme et professionnelle. « Madame Elbrook, je suis la shérif Rebecca Lane du comté de Burke. Nous avons découvert quelque chose en rapport avec le cas de votre mari et de votre fille. Nous vous demandons de venir l'identifier en personne. » Les mains de Margaret s'engourdirent. Elle pouvait à peine tenir le stylo pour écrire les instructions, et lorsqu'elle appela sa sœur Doris, tout ce qu'elle put dire fut « C'est à propos de Lucia. » 3 heures plus tard, il remontait une route de montagne dans un véhicule du shérif. Margaret était assise à l'arrière à côté de Doris, les jointures blanches autour de la bandoulière de son sac à main. Elle n'était pas allée aussi loin au nord depuis près de 40 ans.
« Tu te souviens de ce week-end » demanda doucement Doris. « Tout ça ?» La voix de Margaret était ferme. Jim remplit la glacière. J'ai tressé les cheveux de Lucia. Elle m'a fait promettre qu'on irait manger des pancakes aux myrtilles à notre retour. Doris ne répondit pas. Elle tendit la main et prit celle de sa sœur. Plus loin, la voiture de patrouille s'arrêta dans une clairière, à côté du camion d'un garde forestier. Un ruban jaune flottait paresseusement au vent autour des ruines effondrées. La cabane ou ce qu'il en restait se dressait comme un souvenir gravé dans la montagne. Élise Granger les rejoignit au bord du sentier. « Je suis désolée pour les circonstances », dit-elle d'une voix calme mais assurée. « Mais je pense qu'il est temps que quelqu'un sache ce qui a été enterré ici. » Elle les conduisit prudemment à travers le sol brûlé jusqu'au bord de la cave ouverte. Lorsque le shérif Lane tendit le Polaroid à Margaret, elle eut le souffle coupé. « C'était le porche de la cabane », murmura-t-elle. Lucia venait de perdre une dent. Elle était si fière de cet espace. Et Jim, il avait l'air de vouloir rester fort pour elle. Sous la photo se trouvait le cahier à spirale. Élise le lui tendit. Nous ne l'avons pas encore lu. Nous avons pensé que ce serait toi. Margaret le prit lentement. La première page était tachée au coin, mais encore lisible. Si vous lisez ceci, c'est que nous n'avons pas réussi à nous en sortir. Je m'appelle Jim Albrook. Ma fille s'appelle Lucia. Elle a 9 ans. Nous nous cachons depuis 2 jours pour échapper à un homme qui nous a suivis jusqu'ici. Je pense qu'il voulait nous faire du mal. Je nous ai enfermés dans cette cave. Je l'ai scellé du mieux que j'ai pu. Je ne sais pas si quelqu'un nous retrouvera, mais si vous le faites, dites à ma femme que j'ai essayé. Les jambes de Margaret faillirent céder. Doris la rattrapa avant qu'elle ne tombe. 13 juillet 1986. Lieu, Burnt Hollow Cabin, Blue Ridge Mountains. Jim Albrook était assis sur le porche de la vieille cabane de chasse, la sueur lui coulant dans le cou, regardant les arbres bouger au gré du vent. La lumière de fin d'après-midi perçait les pins en éclats ambrés, projetant de longues ombres sur la crête. L'air était chaud, humide et étrangement calme, pas de chant d'oiseaux, pas de vent, juste le bruissement rythmé de la balancelle sur laquelle Lucia était assise, fredonnant doucement en feuilletant son livre de poche. Elle portait son débardeur rose et son short rayé, les jambes pendantes, les orteils couverts de poussière. Sa boîte à lunch aux couleurs de l'arc-en-ciel était posée à côté d'elle. Elle n'avait pas touché à son sandwich. Jim but lentement une gorgée de sa gourde, scrutant le sentier au-delà de la clairière. Quelque chose clochait aujourd'hui. Il l'avait remarqué ce matin-là, un bruit étrange dans les bois, des pas là où il n'aurait pas dû y en avoir, un mouvement soudain à travers les arbres. Il se dit que ce n'était rien, un cerf, peut-être un écureuil. « Tu vas bien, Peanut ?» demanda-t-il. Lucia hocha la tête, les yeux toujours rivés sur son livre. « Il fait chaud. Tu veux encore tremper tes pieds dans le ruisseau ?» Elle secoua la tête. « Trop d'insectes. » Il sourit et se leva, époussetant son jean. « Je vais chercher du petit bois. On va faire un petit feu, des hot dogs, peut-être des s'mores. » Lucia se redressa. « Je peux griller le mien cette fois. »« Tu parles. » Il lui ébouriffa les cheveux et quitta le porche, ses bottes crissant dans les feuilles tandis qu'il se frayait un chemin derrière la cabane. C'est alors qu'il la vit, une empreinte de bottes, profonde, ni la sienne, ni celle de Lucia large, lourde et fraîche. Il s'accroupit, en traça les contours du doigt. Puis il leva les yeux, le cœur battant. Sur le tronc d'arbre le plus éloigné, une marque, faible mais nette, était gravée dans l'écorce, 3 lignes verticales. Il se retourna vers la cabane, la voix posée mais basse. « Lucia, entre. » Elle leva les yeux. « Pourquoi maintenant, ma chérie ? » « S'il te plaît, » dit-il. Quelque chose dans son ton la fit obéir. Elle se leva, sa boîte à lunch à la main, et franchit la porte moustiquaire. Jim la suivit et la verrouilla derrière eux. À l'intérieur,
la cabane était sombre et fraîche, une seule pièce, un vieux lit de camp dans un coin, un poêle à bois contre le mur. Il ferma les rideaux, le cœur battant. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Il s'accroupit à sa hauteur, les mains sur ses épaules. « Rien de grave. J'ai vu quelqu'un près du sentier. Je crois qu'il est perdu, mais au cas où, on va rester à l'intérieur un moment. » Lucia semblait inquiète. « Tu les trouves effrayants ?» Il hésita, puis hocha la tête. « Peut-être. » Cette nuit-là, Jim ne dormit pas. Il était assis sur la chaise en bois près du poêle, son fusil sur les genoux, l'oreille tendue vers chaque ruisseau de la cabane. Lucia s'était blottie dans son sac de couchage à côté de lui, le pouce dans la bouche, l'autre main agrippant sa chemise. Peu après minuit, tout commença, le craquement, le léger crissement des pieds sur les aiguilles de pin, puis un coup, un seul. Jim se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Il aperçut une silhouette juste au-delà de la limite des arbres, immobile, debout. Il leva son fusil et cria, « Sors d'ici. Je suis armé. » Aucune réponse. « Lucia, prends tes affaires, » murmura-t-il. « On s'en va. » Il ouvrit la trappe de la cave à légumes, un ouvrage qu'il avait découvert par hasard, à moitié enfoui sous les aiguilles de pin derrière la cabane. C'était petit mais sûr, en pierre renforcée. Personne ne les trouverait là-dessous sans savoir qu'il était là. Lucia semblait perplexe. On se cache. Juste un instant. Il la fit descendre en premier, puis la suivit, refermant la lourde trappe derrière eux. Le monde d'en haut sombra dans le silence. Dans le carnet, l'entrée suivante était écrite d'une écriture plus tremblante. On est resté ici toute la nuit. Je l'ai entendu marcher là-haut. Il a essayé la porte, la fenêtre, mais il n'a pas parlé, pas fait un bruit. Il est toujours dehors. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir rester ici. J'ai laissé de la nourriture en haut, juste de l'eau ici en bas pour l'instant. Lucia est courageuse, mais elle a peur. Je n'arrête pas de lui dire qu'on campe dans un fort secret. Elle a souri. Mais ça s'estompe. Si quelqu'un trouve ça, il est toujours dehors. Je ne sais pas qui c'est, mais il nous a suivis et il attend. 14 juillet 1986. La dernière note. J'ai mis le feu à la cabane. J'ai vu la fumée par la fente de la trappe. On entendait le bois crépiter. La fumée entrait lentement, puis rapidement. J'ai fourré des serviettes dans les coins. On respirait à peine. Lucia a pleuré pendant 1 heure, puis s'est endormie dans mes bras. Elle respire encore. Je ne sais pas quel genre d'homme incendie un endroit sans vérifier s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Je crois qu'il a cru qu'on s'était enfui ou qu'il voulait cacher quelque chose. On ne peut pas monter tout de suite, pas avant demain matin. Mais si on n'y arrive pas, il faut que quelqu'un le sache. J'ai tout fait pour elle. Je m'appelle Jim Albrook. Ma fille s'appelle Lucia. Et on n'est pas parti. On s'est caché. On a survécu à l'incendie et on est toujours là. 10 mars 2024. Lieu, cave à racines de Burnt Hollow, Blue Ridge Mountains. La lumière déclinait rapidement lorsque le shérif Lan et Elise eurent fini de photographier la cave sous tous ses angles. Le Polaroid et le carnet à spirale avaient déjà été enregistrés, scellés dans des sacs de preuves et rangés dans le camion du garde forestier. Margaret et Doris étaient retournées au poste de garde avec un adjoint pour se réchauffer et se reposer, mais aucune des 2 femmes n'a beaucoup parlé sur le chemin du retour. Elise resta en arrière, inquiète. Elle s'accroupit de nouveau au pied de l'échelle, époussetant la suie du coin le plus éloigné de la cave, là où la terre s'était légèrement affaissée, révélant une cavité peu profonde sous ce qui avait été une poutre de soutènement. Quelque chose illumina le faisceau de sa lampe torche, du tissu, de la couleur. « Élise » appela Lan d'en haut. « Que fais-tu » ? « Il y a autre chose » répondit Élise en y plongeant la main de ses doigts gantés. « Je crois que c'est. » Elle le retira lentement, doucement. C'était un sac à main d'enfant petit, rectangulaire,
bleu ciel avec une bordure blanche. La surface en plastique était maculée de suie, mais sinon intacte. Un morceau de vinyle fondu avait déformé le bracelet. Le fermoir était rouillé, mais lorsqu'Élise l'ouvrit, l'intérieur était propre et sec. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié. Un autocollant de Barbie, décoloré par le soleil, était accroché à un coin. Elle le passa à Lan. Un autre message. Lan le déplia. L'écriture était enfantine, brouillonne mais lisible. Si vous trouvez ceci, je m'appelle Lucia Albrook. Mon père est avec moi. On se cache de l'homme dans les arbres. Je ne veux pas mourir. S'il te plaît, dis à ma mère que j'ai été sage. Je n'ai pas pleuré. Lan déglutit difficilement. Élise cligna rapidement des yeux. Elle écrivait au revoir. Il y a autre chose dans le sac, dit doucement Lan. Élise le retourna. Une petite barrette en plastique s'abattit dans sa paume. Un bout de crayon rose. Et puis quelque chose de plus lourd. Une cassette audio, à moitié fondue, légèrement gondolée sur un bord, mais toujours étiquetée, Lutetia, 12 juillet. Lan la retourna dans sa main gantée. Tu crois qu'il y a encore quelque chose dessus? Je connais un type, dit Élise. Il travaille dans un laboratoire audio animalier à Boone. Si quelqu'un peut le récupérer, c'est bien lui. Lan glissa la cassette dans une pochette séparée. Faites-la traiter immédiatement, dit-elle. La chaîne de possession commence par vous. En sortant de la cave, Élise s'arrêta et regarda une dernière fois l'obscurité. Elle sentait encore le froid, entendait encore le grattement des racines sèches sur la pierre, imaginait encore le murmure d'un enfant qui murmurait au revoir à un monde qu'elle pensait ne jamais retrouver. Laboratoire audio de la faune de Boone. Le bâtiment ressemblait plus à un bunker qu'à un centre de recherche, mur en parpaing, absence de fenêtres, et un bourdonnement intérieur. Élise tendit la cassette au docteur Brennan Kesley, spécialiste de l'audio de terrain et connaissance de longue date de son expérience en foresterie. On dirait que cette chose a traversé l'enfer, dit-il en l'inspectant avec une pince à épiler. C'est vrai. Et si vous pouvez faire quoi que ce soit pour récupérer l'audio, j'en ai besoin. Brennan haussa un sourcil. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Une voix d'enfant, dit Élise. De 1986. Une fille disparue. Nous l'avons retrouvée hier. Il hocha la tête, plus sérieux maintenant. Je vais le faire cuire et le transférer. Donnez-moi 90 minutes. 2 heures plus tard, Élise était assise, un casque sur les oreilles, dans la cabine de son tamisé. Brennan l'observait à travers la vitre tandis que l'onde numérisée jouait sur l'écran. Elle ne bougeait pas, ne clignait pas des yeux, se contentait d'écouter. À l'intérieur de la bande, le passé lui répondait. La bande commence. Clic statique. Lucia chuchote, je m'appelle Lucia Albrook. J'ai 9 ans. Je me cache avec mon père au sous-sol, sous la cabane. Il dit de ne pas parler fort, mais j'ai peur. On a encore entendu l'homme. Il était dehors. Il tenait un objet en métal. Papa dit que ce n'est pas prudent de monter. Il a dit qu'on resterait ici une nuit de plus. Il va boucher les trous d'aération pour empêcher la fumée d'entrer. Longue pause. Lucia respire doucement. Maman, j'espère que tu ne pleures pas. J'ai été courageux. J'ai été courageux, dit papa. Je vais garder ma boîte à lunch au cas où on sortirait. Bon, j'éteins ça maintenant. Je t'aime, maman. Clic, la bande se termine. Élise posa ses écouteurs d'une main tremblante. Elle était encore en vie quand ils ont mis le feu, murmura-t-elle. Brennan hocha la tête. La qualité était dégradée, mais c'était une fille qui disait au revoir. Plus tard dans la soirée, au poste des Rangers, Margaret était assise à la table de conférence, son sac à main bleu à côté d'elle. Elle refusait de le quitter des yeux. Elle avait nettoyé la suie de sa surface, essuyé le fermoir, passé ses doigts sur chaque centimètre du vinyle.
C'était à elle, dit-elle doucement. Elle l'avait acheté avec son argent de poche. Jim m'a dit qu'elle avait choisi le bleu parce que c'était un bleu Barbie adulte, pas un bleu bébé. Doris était assise à côté d'elle, tenant une tasse de thé chaud à deux mains. Elle était en vie, continua Margaret. Pendant au moins 2 jours. Elle a survécu à l'incendie. Elles ont survécu toutes les deux. Le shérif Lane entra dans la pièce, suivi d'Élise et de Brennan. Margaret leva les yeux tandis que Lane posait un ordinateur portable sur la table. Nous avons récupéré l'audio de la bande, a déclaré Lane. C'est la voix de Lucia. Elle l'a composée la veille de l'incendie. Voulez-vous l'entendre? Margaret hocha la tête, les lèvres tremblantes. Lane appuya sur « Play ». Tandis que la voix de Lucia emplissait la pièce, Margaret se couvrit la bouche en sanglotant silencieusement. Doris lui serra le bras. Elles écoutèrent chaque mot, et quand le silence se fit, le silence qui suivit fut dévastateur. Margaret se redressa lentement, les yeux rouges mais clairs. Elle n'était pas morte cette nuit-là. Lane hésita. On ne peut pas l'affirmer avec certitude. Elle dit qu'elle gardait sa boîte à lunch, qu'elle voulait l'emporter avec elle. Si elle devait mourir, elle ne planifierait rien. Doris hocha la tête. Jim était malin. S'il avait survécu à l'incendie, il aurait attendu la nuit. Il l'aurait porté dehors. Margaret se tourna vers Lane. Si Lucia avait une chance de survivre à cette nuit-là, alors quelqu'un l'aurait enlevée. Lieu, Burnt Hollow Ridge, Blue Ridge Mountains. Il attendit jusqu'à minuit passé. Les bois étaient silencieux, même les cigales se taisaient. La fumée s'était dissipée et le feu avait fait son œuvre. L'homme était accroupi au bord de la clairière, une bonbonne d'essence rouge refroidissant dans l'herbe derrière lui, l'odeur de vapeur imprégnant encore ses vêtements. La cabane n'était plus que des braises incandescentes et une charpente noircie. Le toit s'était effondré depuis des heures, les flammes rongeant des décennies de bois sec. Il avait observé toute la scène depuis les arbres, l'air indéchiffrable. Il n'avait vu personne sortir en courant. Il ne s'y attendait pas. Il se leva lentement et pénétra dans la clairière. Ses bottes craquèrent à travers la croûte de charbon et de cendres. Il avançait comme un homme en mission délibérément, sans hâte comme s'il l'avait déjà fait, parce que c'était le cas. Il les suivait depuis vendredi. Dès l'instant où l'homme et sa fille s'étaient arrêtés à la station-service de Morgan, la fille avait choisi un soda. L'homme, toujours en chemise comme s'il n'était pas revenu du travail, avait fait le plein de la camionnette rouge et acheté 2 sacs de glace. Il avait parlé au caissier d'emmener sa fille au chalet familial. Rien que nous deux, avait-il ajouté. Éloigne-la de tout ce bruit. Il se souvenait de la façon dont la petite fille avait tenu la main de son père. Trop confiant, trop facile, comme toujours. Il s'agenouilla près de l'âtre, où la pierre irradiait encore de chaleur. Des morceaux de métal fondu s'accrochaient aux cendres. Il utilisa un bâton pour percer ce qui restait du poêle ou une casserole rouillée, un morceau de boîte de conserve mais aucun corps. Il fronça les sourcils. Il avait fait le tour complet de la cabane avant d'allumer le feu. Le camion était toujours sur la crête. Leur matériel avait été disposé, couverture, nourriture, eau, mais quelque chose semblait inachevé. L'homme avait commis une erreur. Il ne s'était pas contenté de courir. Il s'était caché. Il retourna vers les bois et marcha 20 mètres jusqu'à un pin aux branches basses cassées. Il s'agenouilla de nouveau et examina le sol. Une empreinte de botte plus petite, plus claire, celle d'un enfant. Il esquissa un léger sourire. Plus tard dans la nuit, Lucia était allongée dans la cave à légumes, les yeux ouverts, le corps tremblant. Ses oreilles bourdonnaient à cause de la chaleur. Une fumée épaisse et suffocante s'était infiltrée plus tôt, mais son père avait enroulé des serviettes humides autour des bouches d'aération et l'avait serré contre lui jusqu'à ce que sa toux cesse. Maintenant, tout était redevenu calme. Elle entendait la respiration de son père, son cœur battre sous sa joue. « Papa » murmura-t-elle. « C'est fini ?» « Je pense que oui » murmura Jim.
Ils étaient allongés ensemble sur le sol en terre battue, enveloppés dans la couverture de survie. Il n'avait pas bougé depuis des heures, il avait juste écouté, attendu et c'est là qu'il l'entendit. Des pas, lents, déterminés, juste au-dessus d'eux. Il retint son souffle. Un silence, puis un grincement du bois contre la pierre, quelque chose qui bougeait près du bord de la trappe, un bruit de frottement comme si quelqu'un tirait une branche ou une poutre sur le sol. Il passa doucement sa main sur la bouche de Lucia et l'attira contre lui. Elle se figea, serrant son t-shirt. Les pas résonnèrent une fois, 2 fois, puis le silence régna pendant près d'1 heure. Puis ils sont partis. L'aube. L'homme revint juste avant le lever du soleil. Debout au sommet du sentier, au-dessus du chalet, il observait la fumée s'élever paresseusement dans l'air matinal. Ses mains étaient noircies par la suie et son visage ruisselait de sueur. Il sortit quelque chose de sa poche, une barrette rose légèrement gondolée par la chaleur. Il la retourna une fois, puis la jeta dans les fougères au bord du sentier. Puis il retourna à la route où son véhicule l'attendait. Ce n'était plus le camion qu'il avait utilisé auparavant. Celui-ci était différent. Les anciennes plaques d'immatriculation avaient été retirées. Il conduisit lentement, le gravier crissant sous les pneus, jusqu'à ce que la route disparaisse en un virage, ne laissant derrière elle que les cendres et les secrets enfouis. Bureau du shérif du comté de Burke. Le shérif Lane tapota doucement la photo. C'était un scan des anciennes archives de preuves ou une image floue prise par la caméra de surveillance d'une station-service de 1986. La résolution était médiocre, mais les détails correspondaient, un homme en jean, chemise boutonnée, lunettes de soleil aviateur, un bidon d'essence rouge à la main. C'est lui. On le pense. Élise se pencha par-dessus son épaule. Des témoins de l'époque ont décrit un homme achetant de l'essence le matin même de la disparition des Albrook au payé en espèces, sans nom, mais l'horodatage concordait. Margaret était assise à proximité, tenant le sac à main désormais scellé sur ses genoux. Ce bidon d'essence, dit-elle doucement. Il est sur les photos de la cabane prise par la police, la poignée en plastique brûlée. Ils l'ont trouvé près de la limite des arbres. Lane hocha la tête. On n'avait jamais eu de suspect. Pas d'empreinte digitale, pas de plaque d'immatriculation. Doris se pencha en avant. Tu crois que cet homme a brûlé la cabane? Je crois qu'il l'a regardé, répondit Lane. Je crois qu'il a attendu, et je crois qu'il a pris quelque chose avant de partir. La voix de Margaret s'éleva à peine au-dessus d'un murmure. Ma fille aurait alors pu survivre à l'incendie et être enlevée par lui. Lane ne dit rien, mais elle ne discuta pas. Résidence Albrook, Austin, Texas. Le grenier sentait le renfermé, recouvert de la même fine poussière qui s'était déposée sur tout ce que Margaret Albrook n'avait jamais eu le courage de jeter. Doris se tenait au pied de l'échelle. Tu es sûr de vouloir faire ça maintenant? Margaret ne répondit pas. Ses mains étaient déjà posées sur le vieux bureau en pin plaqué contre le mur du fond. Il avait appartenu à Jim. Son tiroir classeur était encore étiqueté avec du ruban adhésif délavé, reçu, photos, carnet de voyage. Elle ouvrit le tiroir du milieu et en sortit une boîte en fer blanc peu profonde. À l'intérieur se trouvaient plusieurs rouleaux de pellicule 35 mm non développés. Elle en brandit un à la lumière du grenier. L'étiquette indiquait, de la main de Jim, Burnt Hollow, juillet 1986. Son cœur se serra. Doris, appela-t-elle doucement. Il prit des photos avant qu'ils ne disparaissent. Austin Film and Memory Lab. Le technicien leva les yeux de son poste, les sourcils haussés. Vous disiez que c'était de 1986? Margaret hocha la tête. Élise Granger se tenait à ses côtés, arrivée de Caroline du Nord ce matin-là avec la bénédiction du shérif Lane. Il est étonnamment en bon état, a ajouté le technicien, un peu décoloré, quelques déformations dues à la chaleur, mais je peux récupérer la plupart des images. Vous souhaitez que je les imprime et les numérise? Oui, dit Margaret. Tous. 1 heure plus tard, les photos étaient disposées en une seule longue rangée sur le comptoir,
brillante et encore en train de sécher. Le visage de Lucia était présent sur presque toutes les photos, pieds nus sur le porche, assise sur une bûche, mangeant un sandwich, agitant un bâton comme une baguette magique. Son sourire était large, ses cheveux tirés en couette. Jim apparaissait sur quelques photos, il la regardait constamment, toujours hors champ, comme s'il ne voulait jamais détourner l'attention de sa fille. Et puis Elise s'arrêta. « Voilà », dit-elle en désignant l'une des dernières images. Margaret se pencha. La photo montrait Lucia assise sur un rocher à l'orée du bois. À l'arrière-plan, presque caché par les arbres, se dessinait l'ombre d'un homme ou une silhouette étriquée entre les branches. Mais il était là, grand, portant une chemise claire, les mains le long du corps, observant. « Et Jim n'a mentionné personne d'autre sur la montagne », murmura Margaret. « Parce que je ne pense pas qu'il le savait », dit Élise. Il ne l'a pas vu, mais regardez le langage corporel de Lucia. Sa tête est légèrement tournée sur la photo, son expression est différente, curieuse, distraite. Elle l'avait vu. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, Élise fixait la photo sur son ordinateur portable, retouché numériquement et corrigé en couleur. Le visage de l'homme était partiellement masqué, mais sa silhouette et sa posture lui rappelaient quelque chose. Elle ouvrit le dossier de shérif Lane, en sortit la photo numérisée de la station-service de 1986 et plaça les deux images côte à côte. Ils étaient assortis, même taille, même chemise, même étrange immobilité dans la façon dont ils se tenaient, comme s'il appartenait à l'arrière-plan. Elle envoya immédiatement un texto à Lane, « On a une correspondance. » L'homme de la station-service était sur la montagne. Sur les photos de Jim, Lucia l'avait vu. Puis elle tapa une autre ligne, « Il n'est pas venu pour le chalet, il est venu pour eux. » La shérif Rebecca Lane sortit de sa voiture et contempla la toiture affaissée du Red Pine Motor Lodge, un bâtiment trapu en forme de L à 15 km au sud de Burntollow. L'enseigne clignotait encore, vacances, en néon délavé. La peinture s'écaillait des encadrements de portes. Une machine à glaçons rouillés se tenait silencieuse sous un auvent fissuré. À l'intérieur, la réception sentait la cigarette froide et l'eau de Javel. L'homme derrière le comptoir, la soixantaine avançait, peut-être leva les yeux de son livre de sudoku usé. « Vous êtes ici vers 1986, dit-il avant qu'elle puisse parler. J'ai eu des nouvelles du central. » Lane montra son badge. « C'est vous le propriétaire ? » Plus ou moins. Je m'en occupe maintenant. C'est mon père qui s'en occupait à l'époque. Harold Tripp gardait tout, il avait un faible pour les archives. Il la conduisit dans une arrière-salle remplie de classeurs. L'un d'eux était déjà ouvert, étiqueté 1986. J'ai tiré juillet pour toi. Tu as eu de la chance qu'il utilisait encore du papier, puis qu'il soit passé au numérique dans les années 90. Il lui tendit un registre de clients relié en cuir, aux pages gondolées par le soleil. Lane s'assit à la table, feuilletant lentement les entrées de juillet, chambre 8, chambre 3, chambre 5, puis, le 11 juillet, chambre 6 James qu'elle avait payé comptant, de nuit, champ de numéro de téléphone laissé vide, numéro de plaque non enregistré. Tu te souviens de cet invité ? Lane plissa les yeux. Tripp haussa les épaules. Non. Mais il n'a pas utilisé son vrai nom. Personne n'a utilisé James Kell. Ça vient du livre d'horreur, non ? Le cannibale. Tu veux dire le silence des agneaux ? Ouais, ce type le faux nom d'Hannibal. Mon père plaisantait en disant que quiconque s'enregistrait avec un nom de film ne voulait probablement pas qu'on se souvienne de lui. Lane enfila ses gants. Ça te dérange si je t'emprunte cette page ? Il hocha la tête. Laissez le reste du livre. Lane glissa la page dans une pochette de preuve, puis marqua une pause. Quelque chose scintillait faiblement dans le coin supérieur droit, là où l'homme avait signé, un résidu huileux. Avez-vous toujours le vieux kit d'empreinte digitale, a-t-elle demandé. Le directeur sourit. Tu crois que non ? 2 heures plus tard, au laboratoire médico-légal du comté de Burke, l'empreinte partielle opale et maculée sur les bords, mais utilisable a été scannée dans la base de données.
J'ai une correspondance, a déclaré le technicien, les yeux écarquillés. L'âne retint son souffle lorsque le nom apparut, Victor Den Tillman, né le 12 janvier 1949. Pseudonyme connu, James Kell, Vincent Dahl, Curtis Rahn. Statut, décédé, signalé. Dernière observation confirmée, 1986, frontière du Tennessee, présumé mort en 1987, aucun corps n'a été retrouvé. Non, dit l'âne. Il n'est pas mort. Une vérification des antécédents effectuée par Élise Granger a révélé que Tillman était né dans l'Ohio et avait été arrêté à plusieurs reprises entre 1974 et 1985 pour intrusion, agression et enlèvement présumé, sans jamais être condamné. Il vivait souvent hors réseau, séjournant dans des motels bon marché, des cabanes en forêt et des campings isolés. Ancien électricien et guide de randonnée, sa dernière apparition confirmée remonte à une station-service près de Kingsport, dans le Tennessee, en août 1986, quelques semaines après la disparition des Ulbrook. Son véhicule, une Oldsmobile Vista Cruiser marron de 1978, non immatriculé après 1987. Tillman a fait l'objet d'une brève enquête pour deux disparitions distinctes, celle d'un garçon du Kentucky en 1982 et celle d'une fille du Missouri en 1985. Aucune inculpation n'a été retenue, les deux affaires restent non résolues. De retour à la résidence Albrook, Margaret était assise à la table de la cuisine avec Élise, le shérif Lan et Doris. « Vous dites donc que cet homme Tillman les traquait ?» demanda Margaret d'une voix caverneuse. Lan hocha la tête. « Nous pensons qu'il a suivi Jim et Lutia jusqu'au chalet, qu'il est resté à proximité et qu'il a attendu. Il a utilisé un faux nom pour s'enregistrer dans un motel à moins de 25 km du départ du sentier, et il avait un bidon d'essence rouge. » Margaret serrait la photo développée montrant un homme en silhouette entre les arbres. « Il est sur cette photo. Lutia l'a vu. Nous pensons qu'il est revenu après l'incendie, a ajouté Élise. Margaret leva brusquement les yeux. « Alors, s'il a ouvert la cave et les a trouvés, les a-t-il tués ?»« On ne sait pas encore, » dit Lan. « Tillman n'a pas refait surface. Pas d'antécédents judiciaires, pas de compte bancaire, rien. » Élise se pencha. « Ou alors il a emmené quelqu'un avec lui, quelqu'un de petit, quelqu'un qui pourrait être caché. » La table devint silencieuse. Élise Granger s'est dirigée vers la forêt nationale de Pisgah, suivant le GPS que le shérif Lan lui avait envoyé des coordonnées liées à un ancien titre foncier au nom de Victor Den Tillman, bien que la propriété fût répertoriée sous celui de son oncle depuis les années 60. La cabane était intentionnellement invisible depuis la route principale. Elle émergeait lentement, une charpente en rondin patinée par des années de pourriture et de neige, des fenêtres barricadées, des marches d'entrée affaissées vers l'intérieur. Un générateur rouillait près du porche. Élise se gara et sortit lentement, ses bottes crissant sur le gravier, son souffle visible dans le froid. La porte d'entrée était ouverte au pas cassé, juste laissée ainsi. À l'intérieur, l'air était âcre et sec. La poussière flottait en rayons de lumière perçant les lattes. Des nids d'animaux bordaient les coins, des toiles d'araignées drapaient chaque poutre. Elle se déplaça prudemment de pièce en pièce passant devant un évier en tôle, un miroir fissuré, un lit de camp dont les ressorts dépassaient du tissu jusqu'à ce qu'elle aperçoive une porte sur le mur du fond, cadenassée de l'extérieur. Élise marqua une pause, le cœur battant la chamade. Le bois autour du loquet était usé et lisse, laissant apparaître d'innombrables ouvertures. Elle sortit un pied de biche de son sac et le cala dans l'entrebâillement. Le cadenas céda. La porte s'ouvrit en grinçant. L'air qui s'échappait était plus froid, plus immobile, plus lourd. La pièce était petite, à peine 2,50 m de large. Les murs étaient isolés avec de la mousse et du contreplaqué. Pas de fenêtre, pas de source de lumière, juste un matelas étroit posé par terre, une chaise en métal cabossée et un dessin d'enfant épinglé au mur avec un clou rouillé. Élise entra lentement, la lampe de poche balayant les surfaces. D'autres dessins ornaient les murs des figures d'animaux et d'étoiles au crayon. L'un représentait une fille et un homme debout près de ce qui ressemblait à une cabane. Un autre représentait des arbres, toujours des arbres.
Sur le matelas gisait un seul objet poussiéreux, une boîte à lunch en plastique aux couleurs de l'arc-en-ciel. Élise retint son souffle. Elle s'agenouilla, l'ouvrit et trouva un bracelet d'amitié à moitié terminé, des crayons cassés et la photo pliée d'une petite fille, décolorée et déformée par le soleil. Son nom, Lucia, était écrit en lettres capitales au dos. Impossible de la confondre. C'était le même visage que sur les photos de juillet 1986. De retour au bureau du shérif du comté de Burke, Lan fixa la table des preuves. Cette boîte à lunch correspond à celle décrite par Margaret, dit-elle doucement. Et les dessins montrent un enfant confiné dans cette pièce, ajouta Élise. Il y a des emballages alimentaires dans la poubelle datant de 1988. Elle était là au moins 2 ans après l'incendie. Lan déglutit difficilement. Ce qui veut dire que Jim est peut-être mort, mais pas Lucia. Elle a été enlevée, cachée et maintenue en vie. Il nous faut une confirmation ADN, dit Élise. Mais je crois que c'est là que Tillman l'a emmenée, du moins pour un temps. Lan fixa le dessin de 2 bonhommes allumettes, un grand et un petit. Ils se tiennent la main. Le plus grand n'a pas de visage, dit-elle doucement. Comme si elle ne voulait jamais se souvenir. Margaret serrait le dessin dans ses mains gantées, les larmes coulant sur son visage. Doris était assise à côté d'elle, silencieuse. Je lui ai dit d'être courageuse, murmura Margaret. Et elle l'a été. Pendant des années, acquiesça Élise. Elle a survécu à quelque chose d'inimaginable. Nous ne savons pas encore combien de temps elle est restée là, ni si elle a été déplacée à nouveau, mais ce que nous savons, c'est que votre fille n'est pas morte dans cet incendie. Margaret leva les yeux, tremblante. Alors, où est-elle maintenant? Lan ne dit rien. Mais Élise répondit, on va le découvrir. Lieu, établissement de soins pour adultes Bree-Glen, comté de Rutherford, Caroline du Nord. L'infirmière parlait à voix basse tandis qu'elle guidait Élise et le shérif Lan dans l'étroit couloir. Elle est arrivée à l'automne 1994, a expliqué l'infirmière. Sans papier, sans nom. Quelqu'un l'a déposée aux urgences de l'hôpital Mercy Général à Morgan et est parti. Les dossiers médicaux indiquent qu'elle était déshydratée, en sous-poids et inconsciente. Lorsqu'ils ont réalisé qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas parler, ils l'ont envoyée ici sous le nom de Jane Glenn, d'après le comté. Élise serrait un dossier contre sa poitrine. À l'intérieur se trouvaient 4 photos, Lucia Albrook, 9 ans, une version scannée du dessin au crayon retrouvé dans la cabane, un gros plan de la boîte à lunch aux couleurs de l'arc-en-ciel, et une maquette récente de l'évolution de l'âge, réalisée par le médecin légiste de l'État, montrant à quoi Lucia pourrait ressembler à la quarantaine. L'infirmière s'arrêta devant la chambre 12A. Elle ne parle pas, mais elle comprend. Un traumatisme, on suppose, mais elle n'a jamais réagi violemment. Elle n'a jamais essayé de partir. Elle existe, tout simplement. Elle frappa une fois, puis ouvrit la porte. La chambre était simple, un lit simple, une petite bibliothèque, une table couverte de puzzles à moitié terminés. La femme était assise près de la fenêtre, vêtue d'un cardigan de taille trop grand. Ses cheveux, mi-longs, étaient bruns avec des mèches grises. Elle paraissait plus jeune que son dossier ne le laissait supposer la quarantaine avancée, tout au plus. Elle se tenait recroquevillée, les bras croisés sur le ventre, comme si elle se préparait à l'impact. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'ils entrèrent. Lan jeta un coup d'œil à Élise. Élise s'avança et posa délicatement le dossier sur la table. « J'ai apporté des photos, dit-elle doucement. » Aucune réponse. Elle s'ouvrit à la première, Lucia, à 9 ans, debout devant la cabane, sa boîte à lunch aux couleurs de l'arc-en-ciel à la main, souriante. Le corps de la femme se raidit. Élise poursuivit d'une voix calme, « Tu pourrais t'appeler Lucia Albrook. Tu as disparu en juillet 1986. Tu étais avec ton père dans les montagnes. On t'a emmené. » Toujours pas de son, mais les doigts de la femme frémissaient. Élise plaça la deuxième image devant elle, le dessin de l'enfant, trouvé dans la pièce cachée, des personnages au crayon de couleur se tenant la main. La femme cligna des yeux,
puis tendit lentement la main et traça du doigt le dessin de l'enfant. Sa respiration s'accéléra. Élise observa attentivement. « C'est toi qui as dessiné ça, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Les yeux de la femme s'embuèrent, mais elle ne répondit toujours pas. Lane sortit la dernière photo, la maquette montrant à quoi Lucia pourrait ressembler aujourd'hui. La femme la fixa, puis porta lentement la main à son visage comme pour comparer. Et finalement, elle hocha la tête une seule fois. 2 heures plus tard, dans une salle d'interrogatoire du centre Brie-et-Glen, Élise était assise en face d'elle, cette fois sans Lane, juste toutes les deux. La femme, toujours silencieuse, serrait contre elle un petit lapin en peluche qu'elle gardait depuis son arrivée, les oreilles usées jusqu'à la corde. Élise posa le lecteur de cassette sur la table. « Je vais te faire écouter quelque chose, dit-elle. Elle appuya sur lecture. Lucia, sur cassette. Je m'appelle Lucia Albrook. J'ai 9 ans. On se cache de l'homme dans les arbres. La femme s'effondra. Aucun son, aucun cri, aucun mot, mais les sanglots affluaient par vagues, secouant son corps, silencieux comme une neige qui tombe. Élise s'approcha d'elle et lui prit doucement la main. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-elle. « Tu as réussi. » La femme ramena le dessin au crayon contre sa poitrine et hocha de nouveau la tête. Une larme coula sur sa joue. Plus tard dans la soirée, le bureau du shérif Lane a reçu des données ADN expédiées par le laboratoire d'État, confirmant ce que tout le monde savait déjà. Jane Glenn était en fait Lucia Margaret Albrook, fille de Jim et Margaret, présumée morte depuis 1986. Elle était en vie depuis tout ce temps, et quelqu'un l'avait cachée pendant des années. « Est-il-ment » demanda Élise. Lane secoua la tête. « S'il est vivant, c'est un fantôme. Pas de traces, pas d'observation, mais quelqu'un a déposé Lucia en 1994. On ne sait juste pas qui. » Élise hocha la tête. « Alors c'est là qu'on va chercher. Lieu, Ironval, Tennessee, ferme familiale Wilkes. » L'appel est arrivé juste après le lever du soleil. Une vieille voiture ou une Oldsmobile Vista Cruiser marron de 1978 avait été découverte derrière une étable pourrie, en bordure d'une propriété saisie, près d'Ironval. La famille Wilkes possédait la ferme depuis des générations, mais après le décès de la dernière matriarche, le terrain a été vendu aux enchères. Un géomètre du nouvel acquéreur a découvert le véhicule enfoui sous des ronces et des ossements d'animaux. Le shérif Lane et Élise arrivèrent vers midi, le soleil perçant à travers les arbres squelettiques. La voiture était enfoncée dans la terre meuble, les 4 pneus dégonflés. Le pare-brise était fissuré, la peinture autrefois brillante n'était plus qu'un patchwork de rouille et de mousse. Les plaques d'immatriculation avaient été retirées, mais le numéro d'identification du véhicule était intact. Lane se tenait près du capot tandis que les techniciens de la police scientifique se mettaient au travail. « C'est bien ça, » dit-elle, la même marque et le même modèle que celui que conduisait Victor Tillman lors de sa disparition. Pas de plaque d'immatriculation et aucune trace de saisie. Un adjoint a appelé du côté passager, où la portière était rouillée et s'était effondrée sous la pression. « J'ai quelque chose, » a-t-il dit. À l'intérieur du Vista Cruiser, l'intérieur était une véritable capsule temporelle, sellerie défraîchie, tableau de bord fissuré, boîte à gants remplie de cartes pliées, de vieux reçus et de pochettes d'allumettes provenant de motels du sud-est. Mais sur la banquette arrière se trouvait ce qui les avait frappés, une couverture en laine pour enfants, bleue à étoiles blanches, encore soigneusement pliée, et en dessous, une chemise en flanelle tachée de sang, taille adulte. À côté, un appareil photo un vieux Nikon, encore intact. Lane le traita comme une preuve, gantée et respectueuse. « Faisons développer ce film, » dit-elle. 6 heures plus tard, au laboratoire de police scientifique de Boone, les photos sont revenues en séquence. Nombre d'entre elles étaient des paysages, bois, ruisseaux, chemins de terre sinueux. L'une d'elles montrait le Vista Cruiser garé sur une crête surplombant une vallée. Une autre montrait une petite fille debout sur un porche inconnu des enquêteurs. Mais vint ensuite celle qui fit s'arrêter Élise, prise de nuit, flash grillé et mal cadré, mais sans équivoque. Jim Albrook,
vivant, les yeux gonflés, meurtri, les mains liées devant lui avec du fil de fer. Il était assis sur une chaise en bois dans ce qui ressemblait à un hangar ou à une cave, sa chemise déchirée, correspondant à celle retrouvée dans la voiture. L'horodatage de la photo était faible mais lisible, le 4 août 1986, plus de 2 semaines après l'incendie. Plus tard dans la soirée, chez Margaret, Elise était assise en face de Margaret et Doris, la photo dans un dossier entre elles. Nous pensons que Jim a survécu à l'incendie, dit doucement Elise. Il a été emporté comme Lucia, mais nous n'avons plus aucune trace de lui après cela. Margaret ouvrit le dossier d'une main tremblante et regarda l'image. Sa bouche s'entr'ouvrit, pendant un long moment, elle resta silencieuse. C'est son regard, murmura-t-elle finalement. Il serrait toujours la mâchoire comme ça quand il avait peur, mais il ne voulait pas que je le sache. Doris tendit la main par-dessus la table et la posa sur celle de sa sœur. Ils l'ont torturé, dit Margaret. N'est-ce pas? Élise ne répondit pas directement ou elle n'en avait pas besoin. Lieu, bureau de Lan. Un rapport d'expertise a confirmé que le sang sur la chemise était celui de Jim Albrook. Ça change tout, dit Lan. Tillman ne les a pas tués tous les deux dans les bois. Il a gardé Jim en vie, mais pourquoi faire? Élise se tourna vers la carte trouvée dans la boîte à gants. Des dizaines de marques dessinées à la main, des sentiers, des cabanes, un point entouré de rouge. Au cœur des Smokies, murmura-t-elle. Pas de route, pas de ville à des kilomètres à la ronde. Lan répondit d'un ton sombre, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Localisation, au cœur des Great Smoky Mountains. Ils quittèrent le sentier après seulement 40 minutes. Le chemin menant au cercle rouge sur la vieille carte n'était plus un sentier, les arbres avaient tout repris, et les épines déchiraient les manches d'Élise tandis qu'elle suivait Shérif Lan à travers des broussailles denses et des rochers couverts de mousse. L'altitude grimpait abruptement, chaque virage devenait plus étroit, la forêt plus lourde de silence, pas d'oiseaux, pas de vent, juste le bruit des bottes sur la terre humide et le souffle dans l'air froid. Lan consulta à nouveau le GPS. On est proche. Ils franchirent une rangée de jeunes arbres et s'arrêtèrent. Dans la clairière, devant eux, se dressait une cabane, à peine debout, le toit effondré d'un côté. Une cheminée effondrée en vieille pierre des champs penchait comme une dent cassée. La porte était ouverte. Ça correspond à la taille et à l'emplacement, murmura Lan. C'était ça. Ils s'approchèrent lentement. L'odeur frappa d'abord Élise, pas la mort, pas la pourriture, mais le fer, profond et métallique du vieux sang sur le plancher. À l'intérieur de la cabane, la pièce mesurait à peine 10 mètres sur 10, une table en bois au centre, des chaînes au mur, 2 seaux, un cadre de lit sans matelas. Élise se dirigea vers le coin le plus éloigné où un carré de planches paraissait plus récent, légèrement surélevé. Elle s'accroupit et les souleva. En dessous se trouvait une cavité peu profonde d'environ 1,20 m, tapissée de pierres et de terre compactée. À l'intérieur, des ossements, un squelette partiel, un homme, le crâne écrasé d'un côté, les dents intactes. À côté du corps se trouvait une montre-bracelet, rouillée mais intacte. Lan retira son gant et épousseta la saleté de son visage crevassé. L'inscription au dos était à peine lisible, JMH, amour toujours. M.L. Élise ferma les yeux. Jim Albrook, murmura-t-elle. Il n'a jamais réussi à s'en sortir, dit Lan doucement. Ils restèrent silencieux. De retour au service médico-légal du comté de Burke, 3 jours plus tard, les dossiers dentaires ont confirmé que les restes étaient ceux de Jim. Cause du décès, traumatisme contondant, probablement infligé par un objet lourd ou peut-être le tisonnier récupéré dans la cheminée de la cabane. Lan referma le dossier et se tourna vers Élise. Tillman l'avait gardée ici après avoir enlevé Lucia, il avait dû la déplacer à nouveau plus tard, peut-être lorsque les choses étaient devenues trop risquées. Mais c'est ici qu'il a tué Jim. Pourquoi le garder en vie pendant des semaines, demanda Élise. Il ne cherchait pas l'argent. Il ne voulait pas de rançon. Alors pourquoi? Lan regarda par la fenêtre d'une voie creuse. Parce que pour certains de ces hommes,
c'est la souffrance qui compte. Soin aux adultes, brillait Glenn. Élise était assise aux côtés de Lucia, désormais officiellement identifiée, et la regardait tourner délicatement les pages d'un album photo. Chaque photo avait été assemblée par Margaret avec l'aide de Doris. Photos d'enfance, photos de classe, anniversaire. Les doigts de Lucia s'arrêtèrent lorsqu'elle atteignit la page où Jim tenait Lucia, petite, sur ses épaules, au bord du lac. Une larme coula sur sa joue. Elle fouilla dans la poche de son cardigan et en sortit quelque chose qu'elle avait caché jusqu'à présent, une chaîne en argent avec un anneau en or aplati au bout, l'alliance de Jim. Elle le plaça dans la main d'Élise. Élise hocha la tête. Me surmonter. Mais tu ne l'as jamais oublié, dit-elle. Lucia ne hocha pas la tête ni ne dit un mot, mais son regard disait tout. Lieu, Burnt Hollow Ridge, Caroline du Nord. La cabane avait disparu, seul subsistait l'âtre de pierre, à moitié englouti par le lierre et le frêne. Margaret se tenait seule dans la clairière pour la première fois depuis près de 40 ans. Les arbres avaient grandi, et le chemin que Jim avait autrefois dégagé pour le bois de chauffage n'était plus qu'une simple entaille dans le sol. Elle marcha lentement jusqu'à l'endroit où se trouvait autrefois le porche, où elle imaginait les pas de sa fille et où Jim avait livré son dernier combat. Doris l'attendait près du camion en haut de la crête, lui laissant de l'espace. Dans la poche de son manteau, Margaret serrait le dessin de Lucia, froissé et délavé. Les traits de crayon étaient usés par le temps et les doigts tremblants. Elle resta là, silencieuse, puis murmura à voix haute, « Je sais que tu as essayé de la protéger. » Le vent souffla doucement, comme pour lui répondre. Pendant ce temps, dans la salle des archives du comté de Burke, Élise était assise en tailleur sur le sol du coffre, triant des cartons récupérés du Vista Cruiser. La plupart avaient déjà été traités aux cartes, reçus, boîtes de pellicules vides, mais une enveloppe avait été oubliée, glissée dans la doublure du siège conducteur. Elle portait l'inscription en lettres capitales, à conserver. À l'intérieur se trouvaient 4 polaroïdes. 3 étaient vieux, non datés, mal éclairés, l'un montrait Lucia vers 10 ans, en chemise de nuit en flanelle, près d'une lanterne, un autre montrait une grange, le 3e, les mains d'un homme lié par une corde, flou par le mouvement. Mais le 4e la figea, une photo de la cabane, creusée par le feu, prise de l'extérieur, à distance, mais pas trop. À la fenêtre du 1er étage, quelqu'un se tenait. Ni Jim, ni Lucia, mais un homme. Plus tard dans la soirée, le dossier d'Élise et Lan est examiné. Ce n'est pas Tillman, dit Lan. Il est trop jeune. Regardez sa posture, sa carrure. Élise hocha la tête et retourna la photo. 10 juillet 1986, tamponné au dos. L'image était plus nette. La silhouette portait des vêtements sombres, était mince, avait de longs bras, pas de chapeau, pas de barbe, une coupe impeccable, observant. Il se tient dans la cabine comme s'il y était à sa place, dit Élise. Lan ouvrit le dossier principal et en sortit un document presque oublié, un vieux rapport d'un employé de station-service du comté voisin d'Avery. Un homme avait été aperçu une seule fois, le 8 juillet, voyageant avec Tillman. L'employé expliqua qu'il ressemblait à un autostoppeur, plus jeune, peut-être dans la vingtaine, prétendant être le neveu de Tillman, payant en pièces et achetant de la corde et des piles. Le rapport fut classé sans suite en 1986, aucun second suspect n'avait jamais été poursuivi jusqu'à présent. La maison de Margaret, Austin. Lucia dormait quand Élise et Lan arrivèrent. Margaret était assise à la table, les doigts tremblants, regardant la nouvelle photo, la cabane et l'homme à la fenêtre. Ce n'est pas l'homme dont elle se souvient, murmura-t-elle. Doris se pencha en avant. Mais elle se souvient de 2 voix. Elle l'a dit une fois, il y a des années, dans son sommeil, je pensais que ce n'était qu'un cauchemar. Élise posa une main sur la photo. Elle n'a pas été enlevée par un seul homme. Margaret leva les yeux. Et maintenant? Lan referma le dossier. On rouvre tout. Il y a encore quelqu'un quelque part, peut-être plus âgé maintenant, peut-être vivant sous un nouveau nom. Mais il sait ce qui est arrivé à Jim. Il sait où Lucia était retenue. Margaret hocha lentement la tête.
Là elle a survécu une fois, dit-elle. Bon, on va l'aider à recommencer. Lieu inconnu. Un homme est assis à un établi dans une petite pièce sombre. La seule lumière provient d'une télévision diffusant une rediffusion de Highway Patrol. Une horloge poussiéreuse fait tic-tac au mur. Il trie de vieux journaux et découpe les gros titres. Une femme retrouvée vivante, 38 ans après la disparition de la cabane, Jim Albrook est toujours identifié. Les recherches se poursuivent dans tout l'État pour retrouver un deuxième suspect. Il découpe un titre, l'accroche à des dizaines d'autres, son regard s'attardant sur la photo. Puis il esquisse un léger sourire et retourne à son